Bonjour tout le monde. Donc, je suis très ravi de vous parler aujourd'hui d'un sujet essentiel pour les laboratoires d'analyse, surtout pour la biologie médicale de ville. C'est comment choisir un bon analyseur. En tant que professionnel de santé, vous savez à quel point le choix de l'analyseur, de l'automate, va influencer la qualité des résultats. Que vous soyez en train d'installer votre nouveau laboratoire ou bien que vous envisagez de remplacer un équipement, cette présentation, j'espère, vous sera utile. Bien sûr, avant de commencer, je dois signaler que j'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en rapport avec le contenu de cette présentation. On va commencer par la problématique. Quelle est la problématique? En fait, en tant que biologiste, de nombreux laboratoires sont confrontés à choisir, à cette situation de choisir entre plusieurs offres ou plusieurs équipements. Et malheureusement, ce processus de sélection s'avère très complexe. Et cette démarche, elle est très complexe. Elle est sujette à l'arbitraire, ce qui va conduire malheureusement à un choix inapproprié. On va essayer de développer cette problématique en suivant cette outline. On va commencer d'abord par la démarche et les étapes à suivre pour faire le bon choix. Après, on va parler des critères. J'ai proposé 3 critères, les 3 P, la pertinence, les performances et la praticabilité. On va commencer par les étapes. Donc le choix va passer par 5 principales étapes. La première étape consiste à réaliser une analyse approfondie des besoins. Donc vous devez connaître vos besoins. Donc il y a plusieurs indicateurs des besoins. Il y a premièrement le type d'analyse que vous allez effectuer, la charge attendue, la charge de travail attendue, les exigences des prescripteurs, les exigences de délai de livraison de résultats, et bien sûr votre budget. Ça, c'était pour la première étape. Une fois que vous avez défini vos besoins, vous allez rechercher la disponibilité de l'appareil sur le marché. Cela comprend par exemple la recherche sur les sites de fabricants, ou bien la participation par exemple dans les salons professionnels, ou bien chercher des articles publiés sur ces instruments, etc. Chercher le maximum d'informations et bien sûr chercher la disponibilité. Vous allez établir une liste de cibles potentielles. Vous allez demander la documentation spécifique pour chaque équipement, pour chaque instrument, pour voir les spécificités techniques, les fonctionnalités, les performances de ces instruments. Et il est crucial également de demander conseil aux experts ou bien auprès des collègues qui ont déjà travaillé avec cet instrument. D'accord ? Il y aura occasion pour discuter par exemple les avantages et les inconvénients, quel est le type de panne le plus fréquent dans ces instruments. Ça va vous aider énormément dans le choix. Et la dernière étape, c'est la prise de décision. Donc à cette étape, vous allez établir 2 listes, et une liste des critères pondérés en fonction bien sûr de vos exigences et vos besoins, et une liste d'instruments ou d'appareils potentiels. Donc vous avez 2 listes. Vous avez 2 listes et vous allez faire le choix en fonction bien sûr de ces 2 listes, en fonction des critères et en fonction des spécificités des instruments. Nous passons maintenant aux critères. Quels sont les principaux critères? On va commencer par la pertinence. En fait, la pertinence implique de prendre en compte plusieurs facteurs pour répondre à des besoins actuels et futurs. Le premier critère, c'est le type d'analyse. Si le labo cherche à doser des hormones ou des substrats ou des protéines spécifiques, l'appareil, l'automate à acquérir doit répondre, il doit être capable de mesurer ces analytes. Le deuxième critère de pertinence, c'est le nombre de dossiers par jour, c'est-à-dire la capacité de cet analyseur de répondre à vos besoins en termes de cadence et en termes de charge de travail. Le troisième point, c'est le budget alloué. Donc le budget disponible joue un rôle essentiel dans le choix de l'analyseur. Il est important de trouver un équilibre entre les fonctionnalités nécessaires et bien sûr le coût d'achat de maintenance de l'appareil. Un autre critère très important, c'est les exigences des prescripteurs ou bien des services cliniques. Il est crucial de consulter les prescripteurs, c'est-à-dire les clients de vos clients, pour comprendre leurs besoins et parfois leur
préférences, exigences en termes d'analyse médicale. C'est-à-dire qu'il y a des prescripteurs qui préfèrent une méthode de dosage ou bien qui préfèrent des tests spécifiques. Donc il faut tenir compte de ces spécificités. Un autre critère également très important, c'est la réglementation. Donc vous savez que les laboratoires sont soumis à des réglementations strictes en termes de qualité. Parfois, il est impératif de vérifier si votre appareil, l'appareil à acquérir, répond, il est conforme par rapport à ces exigences. Et le dernier critère de pertinence, c'est l'évolutivité. C'est-à-dire que vous savez que les besoins de laboratoire évoluent avec le temps. Donc au moment du choix, il faut tenir compte de cette notion d'évolutivité. Est-ce que cet appareil offre des options d'expansion, de mise à jour dans le futur sans avoir à remplacer complètement cet appareil? Si vous voulez dans le futur faire une extension ou bien de rajouter d'autres tests, est-ce que c'est possible de faire ça sur cet appareil? Parfois, il y a des appareils qui sont fermés, donc vous serez obligé après 3 ans, 5 ans de remplacer complètement l'appareil. Donc il faut tenir compte de cette notion d'évolutivité dans le choix. Ça, c'était pour la pertinence. Je vais être plus rapide. Pour les performances, j'ai essayé de diviser ces performances selon les 3 phases de processus de dosage, les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. On va commencer par les indicateurs de performance de la phase pré-analytique. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, c'est juste à titre d'exemple. Si on prend le type de l'échantillon, il faut bien sûr vérifier quel est le type de prélèvement qu'on peut analyser sur cet appareil. Est-ce que c'est le sérum uniquement, ou bien sérum plasma, son total, des urines, d'autres milieux biologiques. Il faut vérifier ici le volume d'échantillon. Pourquoi? Parce qu'il y a des tests qui exigent un petit volume, d'autres qui exigent un volume important. Et est-ce que votre appareil peut répondre à un besoin de dosage en pédiatrie? Est-ce qu'il peut travailler sur des prélèvements pédiatriques de petit volume? Il faut vérifier également les répertoires de tests. Il faut avoir un automate ou un analyseur avec un large éventail de tests. Il y a aussi la notion de manipulation des échantillons. Est-ce que le prélèvement nécessite un traitement spécifique avant de le mettre sur l'appareil? Il y a aussi les exigences en matière de compétences du personnel. Est-ce que la manipulation de cet appareil demande une formation spécifique et à quel niveau? Il faut également vérifier aussi une notion très importante, c'est la méthode et la fréquence d'étalonnage. Certains analyseurs nécessitent un étalonnage fréquent pour garantir une bonne précision des résultats, ce qui va impacter par la suite sur le coût du test. Pour la phase analytique, c'est très important de vérifier le principe et les techniques de mesure disponibles sur cet analyseur, photométrie, turbidimétrie, fluorimétrie ou autres. Vérifiez également s'il travaille avec chimie sèche ou liquide. Quand vous savez que la chimie sèche offre une bonne stabilité de réactif, certainement, une longue durée de conservation. Cependant, c'est moins flexible en termes de disponibilité de test. Vérifiez également si l'analyseur est doté d'un compartiment réfrigéré pour le réactif, ce qui va garantir plus de stabilité pour les réactifs. D'autres critères pour la phase analytique, bien sûr, la justesse, la précision, la fidélité, la sensibilité, c'est des éléments clés à prendre en considération dans le choix. Il y a aussi un autre élément à vérifier également, c'est la disponibilité, la présence d'un système de détection et de correction des interférences. Il y a quelques systèmes qui sont dotés de cette option, donc ils sont capables de détecter la présence d'interférences, par exemple l'hémolyse ou bien d'hyperlipidémie, ou bien des détecteurs, et propose également des solutions pour corriger ces interférences. Donc ça, c'est un avantage qu'il faut exploiter. Il y a aussi une autre option, c'est la dilution automatique de l'échantillon. Donc si la concentration de l'analyte dépasse par exemple les limites de linéarité, il vaut mieux chercher la présence de cette option qui est la dilution automatique. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire le prélèvement ou bien prendre un autre échantillon. Donc vous travaillez sur le même échantillon qui est déjà chargé sur l'appareil et vous allez demander une dilution automatique selon le facteur ou selon le rapport que vous voulez.
Il y a aussi une autre notion, toujours dans les performances analytiques, c'est le risque de contamination. Donc vérifiez bien si l'analyseur offre un système pour minimiser, offre des options pour minimiser les contaminations croisées entre les réactifs. Il y a plusieurs solutions. Il y a par exemple une solution de lavage, donc un rinçage automatique des cuves ou bien des bras pour éviter la contamination. Et également, il y a aussi l'option de disponibilité, par exemple, de 2-3 bras. Donc un bras échantillon et un bras réactif, il y a moins de réactions croisées. Et parfois, il y a 3 bras. Un bras, par exemple, pour les réactions biréactives. Donc un réactif 1, réactif 2. Donc 2 bras pour les réactifs et un bras pour l'échantillon. Ça va minimiser au maximum le risque de contamination croisée. On passe maintenant à la phase post-analytique. Dans la phase post-analytique, j'ai pris 3 exemples. Le premier, c'est par rapport à la transférabilité des résultats. Donc il faut vérifier la comptabilité, est-ce que c'est compatible, ce système il est compatible avec votre réseau laboratoire, le réseau 10. Est-ce qu'on peut transférer facilement les résultats de l'analyseur sur notre base de données? Un autre point très important, c'est dans la mesure de possible, est-ce qu'il y a un système de signalement de résultats critiques? Si l'analyseur va donner un résultat critique, est-ce qu'il va générer par exemple une alarme pour attirer l'attention de biologistes? Et aussi, c'est le signalement des résultats non conformes. Si par exemple la réaction ou bien le dosage ne va pas se dérouler comme prévu en raison d'une défaillance dans l'équipement ou bien d'autres problèmes techniques, est-ce que l'appareil est capable de signaler ce résultat non conforme? Pourquoi? Pour attirer l'attention de biologistes et également pour prendre des mesures correctives. On passe maintenant au dernier critère. Le dernier élément critère, c'est la praticabilité. En fait, l'évaluation de la praticabilité, c'est un aspect essentiel du choix d'analyseur. Pourquoi? Parce que cette évaluation, elle va toucher beaucoup plus ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle globale. À quel niveau cet appareil elle est efficace sur le plan opérationnel? Je vous propose ici quelques critères. Le premier critère, c'est la facilité de la manipulation et de l'entretien. Donc un analyseur facile à utiliser va permettre à l'utilisateur d'être plus efficace. La facilité de la manipulation peut être évaluée par exemple, l'interface. Est-ce que l'interface de l'analyseur est intuitive? Ça, c'est d'un côté. Est-ce que le déchargement, les chargements des échantillons est très simple? Est-ce que le processus ou bien la démarche de l'entretien est facile à réaliser? Est-ce que le compartiment à entretenir ou bien à nettoyer est-il accessible? Parfois, on trouve des automates ou bien des analyseurs. Pour changer une lampe, on est obligé de démonter, par exemple, 2-3 compartiments. Et ça va diminuer la praticabilité de cet équipement. Il y a aussi la notion de facilité de dépannage et délai d'intervention. Donc, dans votre choix, il faut bien choisir le fournisseur. Ce qu'on appelle le service après-vente. Pourquoi? Parce que c'est un élément important pour assurer la continuité de prestation de service, pour éviter les ruptures de service. Donc vérifiez bien, est-ce que le fournisseur présente une bonne équipe d'ingénieurs, une bonne équipe de maintenance, et est-ce que le délai d'intervention est raisonnable, donc pour éviter les ruptures de service. Un autre indicateur pour vérifier la praticabilité, c'est le type de système. Est-ce que votre système ou votre appareil est en système ouvert ou bien en système fermé? Le système ouvert va vous permettre plus de liberté dans la programmation, dans l'utilisation des tests. Par contre, les avantages du système fermé, c'est beaucoup plus de sécurité et de stabilité. Donc il faut peser le pour et le contre en fonction bien sûr de vos exigences et en fonction de votre budget. Il y a aussi la notion de robustesse. Est-ce que l'appareil est robuste? Est-ce qu'il y a des pannes spécifiques à cet appareil? Est-ce que c'est très fréquent, c'est moins fréquent? Donc il faut tenir compte de ces éléments. D'autres critères de praticabilité également, c'est le coût par test. Ici, pour calculer le coût, donc, il faut tenir compte le coût d'acquisition de l'appareil, le coût également de maintenance, de consommables. Donc il faut tout calculer pour estimer le coût. Donc c'est un rapport coût-bénéfice. Il y a aussi une notion très importante, surtout pour les examens d'urgence. C'est la capacité d'accès aléatoire ou bien la fonction stat. C'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire la possibilité de traiter des échantillons d'une façon aléatoire, non programmée, non séquentielle. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez réduire le délai
de génération de résultats. Si par exemple vous avez lancé votre série, 30 échantillons, vous avez un échantillon en urgence qui arrive juste après, donc vous pouvez introduire votre échantillon sans interrompre donc la séquence de travail. Ce qu'on appelle la fonction stat, donc elle est très, très intéressante. Il y a aussi la notion de besoin en espace. Donc il faut bien vérifier si l'espace que vous avez dans votre laboratoire convient aux dimensions de l'appareil. L'espace de l'appareil également l'espace de stockage des réactifs et de consommables. Donc ça c'est très important. Et aussi un autre indicateur de praticabilité, c'est la consommation d'eau et d'énergie. Parfois il y a des automates qui consomment beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que c'est un système par exemple qui utilise des cuvettes recyclables. Donc ce n'est pas du consommable, c'est pas du consommable. Donc ça demande beaucoup de consommation d'eau. Donc il faut tenir compte de cet élément dans le choix du test. En conclusion, le choix d'un analyseur pour un laboratoire de biologie médicale, surtout de ville, nécessite une évaluation approfondie des besoins spécifiques du laboratoire. Et lorsqu'on parle de besoins, c'est les besoins actuels et futurs. On a besoin également d'évaluer les volumes d'analyse. Il faut tenir compte également du budget, de la rapidité des résultats et d'autres facteurs clés qu'on a évoqués dans cette présentation. Une analyse attentive de ces éléments garantira que l'analyseur choisi répondra aux besoins du laboratoire tout en fournissant des résultats de haute qualité aux patients. Et je vous remercie pour votre patience.